Alors dans cette partie de vidéo, on va analyser le portefeuille de Monish Pabray, qui est un investisseur valeur au même titre que Warren Buffett, Charlie Munger et d'autres également. Donc c'est le fondateur de Pabray Investment Fund qu'il a créé en 1999. On verra notamment que Monish Pabray a un portefeuille très concentré, à l'inverse notamment de ce qu'on peut entendre par rapport à l'investissement où il faut diversifier son risque, etc. Paradoxalement, les meilleurs investisseurs au monde ont une philosophie qui est différente, qui est plutôt de l'ordre de la concentration. Vous prenez Charlie Munger, vous prenez Lilou, vous prenez également Warren Buffett ou bien également Monish Pabray. Eux ont une philosophie complètement différente et eux, dans leur vision, c'est vraiment la concentration qui permet d'avoir les meilleurs résultats. Donc, qu'à l'inverse, si vous ne savez pas ce que vous faites, là effectivement, diversifier peut être une bonne chose pour diluer finalement son risque, mais également avoir des résultats plutôt moyens. Donc c'est assez paradoxal par rapport à ce qu'on peut entendre, par rapport à ce qu'on peut lire, ou même si vous avez fait des études en finance, où on vous dit que la stratégie principale à adopter est la diversification. Là, ces investisseurs value, qui sont des investisseurs légendaires, on va dire, ont une vision de concentration très forte. Donc là, on a le portefeuille ici de Monish Pabray, donc on va le décortiquer, on va voir effectivement si son portefeuille est intéressant ou pas et s'il est intéressant ou non de s'en inspirer. Ce qui est à noter également par rapport à cet investisseur, c'est qu'il applique notamment cette vision que donnait Benjamin Graham, qui est le mentor de Warren Buffett, dont la philosophie principale à retenir par rapport à Benjamin Graham, c'est l'importance de la marge de sécurité. C'est-à-dire, donc c'est quoi? C'est-à-dire, c'est d'investir dans des actions notamment qui se négocient en dessous de leur valeur intrinsèque. Donc ça, c'est également la philosophie de Howard Marks. Donc j'ai fait une série de vidéos des nouvelles positions d'entrée de cet investisseur également très performant qui gère le fonds Oaktree Management Capital. Donc lui, ce qu'il disait également, c'était pour réussir dans l'investissement, ce n'est pas forcément d'acheter des bonnes sociétés, mais le secret, c'est d'investir, d'acheter des sociétés, des bonnes sociétés à un bon prix. Donc c'est ça qui fait la différence. Et ça, c'est la philosophie aussi de Benjamin Graham, qui est d'acheter des bonnes sociétés avec des bons fondamentaux, mais à des prix bradés. Ce qui met aussi en avant, donc dernier point avant qu'on fasse cette analyse, c'est cette notion de copiage, qu'il faut copier finalement les meilleurs investisseurs, s'en inspirer. Donc ça c'est vraiment pareil ce que nous disait Charlie Munger. Quand vous avez autant d'investisseurs, presque de légendes, qui vous disent ces éléments-là, je pense qu'il est opportun quand même d'écouter leurs conseils. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui par rapport au portefeuille de Monish Pabray. Euh, donc, comme vous pouvez le voir, donc son portefeuille est composé de quatre actions qu'on va décortiquer au cours de cette vidéo-là. Donc, on ne peut pas dire que c'est un portefeuille qui n'est pas concentré. Il n'y en a que quatre. Qui a au fil du temps quand même évolué. Point qui m'a extrêmement surpris quand même, je pourrais être totalement honnête. Pour vous dire les choses, c'est que euh, c'est un investisseur value pour lesquels, au même titre que Charlie Munger ou Warren Buffett, j'ai un profond respect. Puisque c'est des hommes, pour investir dans la valeur, quelque part, il faut être quelqu'un de valeur, sinon je pense on ne peut pas adopter ce type de stratégie. Pourquoi? Parce il faut presque certaines vertus qui sont la patience, le courage, la capacité à se concentrer, avoir une focalisation dans ce qu'on fait et quelque part ne pas être à l'écoute de ce que nous dit la foule pour pouvoir rester concentré et garder ses positions et ses convictions. Et ça, mine de rien, le portefeuille de Monish Pabray le démontre. J'ai été assez surpris, pour être totalement honnête avec vous, quand on analyse son portefeuille depuis 2013, Q2 2013 à Q2 2024, on voit ici que son portefeuille est passé de 421 millions de dollars à un portefeuille actuellement de 232 millions de dollars. Donc c'est un portefeuille quand même qui a baissé en termes de valeur au cours des années.
Donc, il faut avoir les reins solides, hein, puisqu'au plus haut, on est sur un portefeuille qui est estimé à 543 millions, quasiment 544 millions de dollars sous gestion, à une perte qui est allée jusqu'à 73 millions de dollars. Donc après, j'ai également fait des recherches pour essayer de comprendre pourquoi cette baisse significative par rapport à la valeur de ce portefeuille. Elle s'explique de différentes façons. L'une d'entre elles, c'est également le fait que Monish Pabray a rendu l'argent à ses investisseurs, une bonne partie, puisqu'il a estimé qu'il voulait se concentrer notamment euh, sur des, euh, sur des sociétés plus petites, qui ne nécessitaient pas autant d'argent sous gestion. Donc c'est une des raisons majeures. Après, je ne vous cacherai pas que moi, ça m'a surpris parce que si je devais tracer là la trendline, on voit que la trendline est baissière depuis 10 ans et que si je devais tracer la trendline, je ne sais pas si vous la voyez là, et que ça ne fait que là où on commence à casser la trendline pour potentiellement repartir sur une dynamique positive. On verra notamment ces sociétés-là, donc vous pouvez notamment analyser ces sociétés euh, au fur et à mesure et voir comment elles ont évolué. Mais il faut quand même avoir les reins solides pour passer de 543 millions à 73 millions sans broncher. Là, le portefeuille réaugmente, mais je pense que c'est pas tout le monde qui arrive à maintenir ces positions-là. Quand on est investisseur value, on a une vision quand même de plusieurs années. C'est une stratégie long terme, voire pour certains, donc ce qui est le cas pour nos Monish Pabray, presque sur certaines décennies. Après, c'est pas évident parfois de trouver le juste équilibre entre investir pendant des décennies et investir trop tôt. Certains disent, même il y a cet adage qui dit investir trop tôt équivaut à avoir tort, ce qui n'est pas totalement faux. Donc personnellement, j'ai un avis assez mitigé par rapport à ce portefeuille-là. Maintenant, j'ai des convictions également sur la nature intrinsèque de ces investissements. On le verra hein, dans cette vidéo. Elle est beaucoup orientée sur notamment tout ce qui est, par exemple, charbon, tout ce qui est matières premières, donc qui sont des minerais, des éléments à quantité limitée sur la Terre et qui fait que forcément, avec le temps, sur plusieurs décennies, c'est forcément des portefeuilles qui peuvent prendre de la valeur. Mais quand même, attendre quand même une décennie, c'est quand même extrêmement long. Quelque part, si la personne aurait investi sur le S&P 500, ça lui aurait permis d'avoir quand même une progression beaucoup plus importante que ce portefeuille-là. Après, également, en ayant fait des recherches, euh, donc du coup, Monish Pabray avait rendu aussi l'argent à ses investisseurs parce qu'il ne souhaitait pas gérer autant d'argent, d'avoir autant d'argent sous gestion. Mais voilà, c'est un équilibre à trouver. Après, ce que je dis toujours, c'est intéressant de s'inspirer euh, de ceux qui sont considérés comme les meilleurs. Monish Pabray en fait partie. Maintenant, personnellement, moi, c'est pas vraiment ma philosophie. Je pense qu'il y a des opportunités à prendre à plus moyen terme, attendre sur certains portefeuilles une vision sur plusieurs décennies. Ça peut être le cas si vous êtes sur quelques positions. Après, je pense qu'il faut se reconnaître dans ce style-là. Moi, personnellement, je pense qu'il y a des opportunités à prendre sur, à, plus, à plus court terme que sur plusieurs décennies, sur 5 ans ou même sur 10 ans. Et là, on le voit, hein, le portefeuille est descendant, il perd de l'argent, hein, de 500 millions à 70 millions. Je pense que personnellement, il y a mieux. Néanmoins, j'aime beaucoup le personnage, quelqu'un de très calme, posé en tout cas dans les conférences qu'il donne qui tient la position. À noter aussi qu'il a dépensé plus de 600 000 dollars quasiment pour pouvoir dîner avec Warren Buffett, qui était son mentor. Il était fan de Warren Buffett et donc il faut avoir les reins solides, les couilles pour pouvoir mettre 600 000 euros, 600 000 dollars sur la table pour aller déjeuner avec quelqu'un. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, on va analyser le portefeuille
de Monish Pabray. Donc on va commencer par AMR. Donc on va voir à quoi ça correspond. Donc c'est Alpha Métallurgie Ressources. Donc si vous souhaitez voir à quoi correspond le cible, c'est celui-ci. Donc c'est une entreprise qui est notamment sur l'exploitation minier souterrain. Euh, donc on est, comme je vous le disais, un portefeuille, vous le verrez, qui est vraiment orienté vers tout ce qui est, on va dire, matières premières qui sont quand même limitées sur Terre. Là où la technologie, elle peut toujours s'expandre, les minerais, le charbon, etc., ce sont des quantités limitées qu'on a sur Terre. Donc forcément, si vous avez une vision sur plusieurs décennies, bon bah clairement votre portefeuille pourra prendre de la valeur sur plusieurs décennies. Maintenant, je pense qu'il est intéressant quand même de coupler analyse fondamentale et analyse technique. Et on va voir là maintenant qu'est-ce que nous dit l'analyse fondamentale déjà pour l'entreprise AMR. Donc quand on regarde l'analyse fondamentale d'AMR, si je me mets dessus, donc déjà le site Guru Focus nous donne un score de 72 sur 100. 72 sur 100, donc c'est plutôt une bonne notation. Donc si on va sur le résumé par rapport à cette entreprise-là, hop, là ce qu'on voit encore, c'est que l'entreprise est considérée comme étant sur une fair value, et que le prix actuel est considéré comme étant un bon prix. Par rapport aux éléments liés à la solidité financière, elle est notée 10 sur 10. Classement de rentabilité 7 sur 10. Faible momentum, à savoir que c'est des entreprises quand même miniers. Donc bon, bah, le momentum est assez faible. Le site Guru Focus met une valeur intrinsèque sur 6. Donc c'est pas non plus c'est mirobolant. Euh, donc après, on va regarder un peu plus en détail, notamment les éléments, les chiffres, etc. Mais je pense qu'il y a quand même possibilité d'attendre de meilleurs prix. Pourquoi je dis ça? Si je reviens notamment sur le graphique, on dit souvent que Monish Pabray était contrariant dans son style d'investissement. Je dirais que oui et non. Puisque en fait, si vous souhaitez vraiment être contrariant, c'était là où il faut investir. Quand vous commencez à investir dans cette zone-là, ici, vous êtes plutôt un suiveur. Quand on reprend les dynamiques, phase de hausse, hop, phase de baisse, et évidemment, si vous êtes contrariant, c'est là où il faut investir. Quand vous commencez à investir dans cette phase de hausse, et surtout quand vous investissez tout en haut là-bas, là, ici ou même ici, vous êtes déjà plutôt un suiveur plutôt que quelqu'un de contrariant. Vous l'êtes, mais sur un mouvement de retracement. Les personnes réellement contrariantes, c'était les personnes qui ont investi là. Donc il fallait y croire, fallait avoir à ce moment-là le nez pour pouvoir identifier cette entreprise. Où là, cette entreprise était même sur du 1 dollar, 1,26 là où elle est montée au plus haut avec la mèche à 444 dollars. Donc là, clairement, une croissance exponentielle, 444%, c'est quand même magnifique. Donc ça nous a donné du 21 000%. C'est qui limite parfois ce qu'on peut trouver, même mieux que certaines crypto-monnaies. C'est pour ça que je vous disais que investir dans les stocks, ça peut être intéressant également, puisque, comme vous pouvez le voir, vous pouvez parfois avoir des pépites qui nous offrent des rendements extraordinaires. Donc là, si vous avez commencé à investir et que vous dites tiens, cette entreprise peut m'intéresser, vous êtes un suiveur de tendance, puisque quand on prend la tendance générale, bon bah ça peut être intéressant. Là, on commence à revenir dans des zones qui sont intéressantes, mais donc si je dois tracer le support qu'on a là, on commence à revenir dans des donc d'ailleurs la mèche est parfaitement venue taper ce support là, mais à ce niveau là, donc du coup ça peut être intéressant quand on revient sur ce que nous dit Guru Focus. Effectivement, on arrive sur la fair value, donc c'est la valeur intrinsèque de l'entreprise. Donc si on garde à l'esprit cette philosophie, notamment des grands investisseurs, donc encore une fois, ce qui est intéressant, c'est pas forcément d'investir dans ce que eux investissent, mais essayer de comprendre leur style d'investissement et leur philosophie d'investissement. Comme je vous disais tout à l'heure, ceux qui ont investi là, bon bah
clairement, ce sont les personnes qui sont vraiment contrariantes en 2021, qui ont investi ici jusqu'en, on va dire, entre 2020 et 2021. Eux, ils étaient vraiment contrariants et c'était là qu'il fallait investir. Néanmoins, donc, est-ce que ça peut être encore un bon investissement d'un point de vue analyse technique? On verra tout à l'heure l'analyse fondamentale. Pourquoi pas, mais on est sur la fair value et comme je le disais tout à l'heure au début de la vidéo, euh, pour vraiment réussir en investissement, ce n'est pas forcément d'investir dans de bonnes entreprises, mais d'investir plutôt dans des entreprises qui nous permettent, qui nous offrent des bons prix. Donc ça signifie quoi? Des bonnes entreprises qui est en dessous de leur valeur intrinsèque, donc en dessous, quelque part plutôt dans cette zone-là, cette zone verte. Donc c'est là qu'on va rechercher donc, potentiellement ce qui n'est plus le cas. Vraiment, hein, pour être honnête avec vous. Donc si on revient sur les retracements de Fibonacci, donc on est toujours sur un retracement de moitié, c'est pas dégueulasse. On est presque allé chercher les 0,618. Moi personnellement, si je devais rentrer de nouveau sur cette entreprise-là, ça serait plutôt cette zone-là qui m'intéresserait. Sinon, tant pis, bah, le marché est assez large. J'irai voir ailleurs personnellement. Je ne vais pas FOMO ici alors que l'entreprise nous a fait déjà du plus, donc une croissance qui est énorme. Moi, ça m'intéresse pas spécialement. Mais c'est intéressant d'essayer de comprendre la philosophie de cet investisseur qui pèse quand même en patrimoine personnel 2 milliards, qui a sous gestion plusieurs milliards de dollars. Donc du coup, c'est quand même intéressant d'aller suivre ça. Donc ouais, plus 53 000. Donc là, même si on revient ici sur ma target, on était déjà sur du plus 12 000. Euh, moi je pense que c'est une entreprise, ou en tout cas c'est un secteur d'activité qui peut prendre de la valeur, mais moi il faut que ça me dessine quelque chose comme ça pour que je commence à être intéressé par cette entreprise. Sinon, personnellement, ça ne m'intéresse pas à ce stade. Euh, on va regarder maintenant un peu ce que nous dit en termes d'analyse fondamentale. Donc si on va regarder un peu les chiffres de l'entreprise, si on va voir ici, qu'est-ce que ça nous donne sur ce graphique. Déjà, ce qui est intéressant à noter, bon, on va regarder, on va décomposer ce qui est en bleu ici. Donc, donc hop, ce qui est en bleu ici, donc le bénéfice par action, donc en vert, pardon. Ce qui est en vert ici, ça nous montre que les éléments positifs. Ici, on voit que bah, l'EBITDA quand même diminue, donc c'est la variation de l'EBITDA d'année en année. On a moins 26%, donc bon, c'est pas la joie, mais le reste est plutôt intéressant. Comme vous pouvez voir ici, on a donc tout ça c'est en vert, tout ça c'est positif. Un ROA et un ROE et un ROIC qui sont intéressantes. Le ROA c'est quoi? C'est le Return on Asset qui nous donne en fait la capacité, la vision en fait des actifs, c'est-à-dire que pour 1 euro d'actifs de l'entreprise, ça a permis de générer 18 centimes. Donc ça nous mesure la performance de gestion d'entreprise et comment est utilisé l'actif de l'entreprise. Le REE, lui, va nous donner une vision des capitaux propres, c'est-à-dire que pour 1 euro de capitaux propres, l'entreprise peut générer 0,28 centimes de dollars. Donc ce qui est plutôt intéressant, c'est même très bien. Ce chiffre-là, comme il est basé sur le bénéfice net, il peut quand même être quand même optimisé. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'aller recouper avec d'autres éléments, notamment le score M de Benich qui nous permet de voir si une entreprise, donc le Benich M-Score, ça a été fait par Method Benich en 1999 pour la petite histoire et qui permettait, donc il a mis ça en place notamment pour détecter la manipulation comptable et évaluer notamment les chances qu'une entreprise présente des états financiers au pire des cas frauduleux ou trop optimisés, de manière trop agressive. Lorsqu'on a un score supérieur à moins 2,22, c'est que l'entreprise a des probabilités de manipulation comptable. Là, on est sur du moins 2,41, c'est qu'il y a de l'optimisation comptable, mais qui reste quand même plus ou moins acceptable.
Après, quand on va regarder d'autres éléments, par exemple, donc le Z-score Altman, donc là on a un scoring qui est bon. Quand le Z-score Altman, c'est quoi? Donc ça a été fait par Edward Altman en 1968 et qui nous permet de prédire si l'entreprise va faire faillite ou pas. Quand on a un scoring supérieur à 2,99, l'entreprise est considérée comme fiable financièrement. Donc quand on investit sur le long terme, c'est quand même des éléments qui est intéressant à regarder. Donc en ayant le score M de Benish en tête, on se dit que il y a quand même un peu d'optimisation et qui fait que potentiellement le RE est un peu optimisé, mais il est quand même bon. Pourquoi? Parce que le bénéfice net, ce n'est pas forcément le bénéfice d'exploitation. Quand vous souhaitez avoir une vision liée au bénéfice d'exploitation, il est plus intéressant de regarder ce qu'on appelle le ROIC, qui nous donne plutôt, qui est plus intéressant à étudier. Pourquoi? Parce que le ROIC, dans la méthode de calcul du ROIC, elle se base notamment sur les bits. Donc les bits qui nous donnent la vision, les bénéfices opérationnels de l'entreprise, donc qui inclut aussi les amortissements et les dépréciations, mais qui nous donne la vision, les bénéfices d'exploitation. Et ça nous donne quelque part également de la manière dont est utilisé les capitaux total, donc aussi bien les capitaux propres, mais également la dette à long terme de l'entreprise. Donc capitaux propres plus dette à long terme, comment en fait l'entreprise et on la compare également à l'EBIT et qui nous permet de voir si on a un bon scoring ou pas. Donc on a une vision beaucoup plus opérationnelle, moins optimisable que le ROE et le ROIC, comme on peut le voir, est plutôt et même très bon. Donc c'est quand même un bon scoring, c'est rien à dire là-dessus. Quand on va voir, on creuse un peu plus. Bon, globalement, hein, si je me mets sur 5 ans, les bits, comme on l'a vu tout à l'heure, bon, bah, il est un peu sur 5 ans, il chute un peu. Si je me mets sur 10 ans, qu'est-ce que ça nous donne? En trajectoire, bon, bah, il y a quand même une baisse des bénéfices d'exploitation. Bon, il y a quand même une baisse, hein, c'est quand même, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Après, sur les flux de trésorerie disponibles, donc les flux de trésorerie disponibles, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le free cash flow. Donc, en gros, c'est les flux d'exploitation, les flux de trésorerie d'exploitation à laquelle on soustrait le CAPEX. Donc, c'est des termes un peu barbares, mais en gros, on soustrait les, les, le CAPEX, c'est quoi? C'est les fonds qu'on a mis en place pour acquérir notamment des actifs comme acheter des machines, etc. Et donc, quelque part, le free cash flow nous permet d'avoir une vision comme son nom l'indique, hein, le flux de trésorerie libre lorsqu'on a enlevé la trésorerie qui a été mise à disposition pour acheter des machines, pour les améliorer, etc. Et en free cash flow, c'est la liquidité, pour faire de manière très simple, la liquidité disponible de manière hors, euh, hors investissement, machine, etc. Et là, on voit qu'il y a une forte accélération à ce niveau-là en 2022, une petite baisse en 2023. Donc là, ce qu'on voit, les free cash flow d'exploitation. Donc pareil, donc ça c'est plutôt intéressant ce qui s'est passé en 2022 ici, puisqu'on voit vraiment que l'entreprise a su générer de la liquidité par son exploitation, par son activité. Donc ça c'est plutôt intéressant. La valeur comptable, donc toujours intéressante à regarder, c'est les actifs totaux moins les passifs totaux. Et on voit qu'on est sur une belle courbe d'accélération également pour cette entreprise-là. Les actions en circulation qui nous donnent finalement s'il y a beaucoup d'actions d'inflation au niveau des actions. Bon, il y a une baisse là à partir de 2022, sinon on avait en 2019-2020 quand même beaucoup d'actions en circulation qui ont été libérées. Bon, mais là on voit que peut-être qu'il y a un rachat d'actions, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc voilà, c'est ce qu'on peut étudier, c'est ce qu'on peut analyser pour Alpha Métallurgie Ressources. Sur une autre vidéo, je ferai l'analyse également de ces autres investissements. On verra si c'est également intéressant. Donc c'est une vidéo déjà un peu longue, mais globalement, déjà pour revenir aux éléments par rapport à Monish Pabray. Donc
un investissement value qui est un investisseur très focus sur quelques investissements. On comprend sa philosophie, personnellement je la comprends. Lui, ce qui se dit, c'est que c'est des matières premières qui ne pourront pas être inventées comme Google ou etc., qui peuvent inventer de nouvelles technologies et quelque part investir dans des entreprises qui font du charbon, de l'acier, de la métallurgie, etc. Ça reste des secteurs sur le très long terme, des entreprises qui peuvent très bien performer. Donc c'est indéniable, d'autant plus si avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, on connaît une guerre, hein, on n'est pas à l'abri de ça. Clairement, si ça devait arriver, malheureusement, ces entreprises, c'est ce type d'entreprises qui peuvent également performer. Voilà, donc on analysera ces autres investissements sur une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je fais plusieurs types d'analyses différentes, aussi bien les crypto-monnaies que l'analyse fondamentale et technique d'actions, notamment par des géants de l'investissement, et que vous puissiez bien comprendre également leur philosophie d'investissement. J'en fais aussi l'analyse fondamentale, l'analyse technique. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et je vous dis à très bientôt. Au revoir.